Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler des certifications en cybersécurité. Vous avez été nombreux à me demander ce que je pensais des différentes certifications. Bien sûr, cette vidéo, ce n'est uniquement que mon avis personnel. Je vous invite à aller faire vos propres recherches pour faire vos propres avis sur les différentes certifications que je vais vous présenter. Alors, l'avantage d'une certification, c'est qu'effectivement, elle est là pour attester d'un gage de compétences ou de connaissances. Et c'est là où beaucoup de personnes se trompent parce que pour moi, ce n'est pas du tout le cas et pour beaucoup de recruteurs, ce n'est pas le cas non plus. Toutes les certifications ne se valent pas. Il y en a qui sont reconnues en France, d'autres à l'étranger et je vais vous faire un topo au fur et à mesure de certifications que je vais vous présenter de leur niveau de reconnaissance. Bien sûr, on va toujours privilégier l'expérience à la certification. C'est très important sur cet aspect-là. Si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide qui se met dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Pour la première certification, on va commencer par celle de chez eCouncil. eCouncil est un organisme qui est très présent dans le milieu de la cybersécurité et ils ont une certification qui est là depuis à peu près une dizaine d'années, si ce n'est plus, qui s'appelle la CEH, Certifié Ethical Hacker. J'ai commencé à la préparer en version 5. J'avais acheté un livre, elle est tout en anglais. Pour tous ceux qui veulent des certifications en français, en cyber, vous oubliez complètement. C'est uniquement en anglais et c'est normal parce que toute la documentation est en anglais. De mon point de vue, et je dis bien de mon point de vue, je connais pas mal de personnes qui l'ont passé. Je l'ai préparé, donc je connais bien la phase de préparation et également la phase d'examen de cette certification. Je connais également le niveau des personnes qui l'ont eu et qui en sortent. Pour faire très simple, c'est un examen sous forme de QCM, c'est-à-dire que vous allez apprendre par cœur des morceaux de phrases, des morceaux de réponses toutes faites. Depuis la version 9 ou la version 10, ils ont également apporté une petite partie technique, mais qui est complètement bullshit. Je suis désolé de vous le dire, mais en fait, ça ne vaut strictement rien. Cette certification, tout le monde se vante de l'avoir, mais en fait, elle n'a aucune valeur aux yeux des recruteurs. Peut-être auprès de quelques RH qui n'ont jamais fait de cyber, mais globalement, pour toutes les personnes qui ont déjà travaillé dans ce milieu-là, ça n'a aucune valeur. Donc pour moi, c'est une certification à totalement oublier, à mettre de côté. Ou si vous voulez la préparer pour apprendre des choses, globalement, vous allez perdre beaucoup de temps à apprendre des réponses toutes faites. C'est un petit peu comme le TOEIC, par exemple, en école d'ingénieur. Vous verrez qu'il y a des personnes qui arrivent à l'avoir, qui arrivent à avoir un bon score, et pourtant qui parlent très mal l'anglais. Et globalement, là, c'est exactement la même chose. Quand vous êtes en école d'ingénieur et que vous faites du réseau, on vous propose également le CCNA Security. Vous avez les CCNA 1, 2, 3, 4, où vous allez monter en compétences vis-à-vis du réseau. Si vous les avez passés, vous savez forcément que l'examen est complètement bidon. La plupart des personnes y trichent. C'est un QCM où vous pouvez cliquer plusieurs fois jusqu'à trouver la bonne réponse et les questions sont complètement obsolètes. Le CCNA Security, c'est exactement la même chose sur des produits uniquement de chez Cisco. C'est-à-dire que si vous voulez travailler avec d'autres produits, vous devrez passer d'autres certifications. C'est pour ça que j'aime pas forcément des certifications éditeurs en cybersécurité. Parce que bien sûr, si dans votre métier vous faites que ça, oui, il faut vous certifier dessus. Ça peut être une compétence en plus, mais c'est pas ça réellement qui vous apprendra la cybersécurité. Vous avez les MCSA de chez Microsoft qui sont là uniquement pour les sociétés. Et c'est pareil, c'est du QCM, donc c'est pas forcément très intéressant. Maintenant, on va parler des certifications qui, pour moi, ont déjà un peu plus de valeur. Alors, le site de Offensive Security a été complètement refait. À l'époque où j'ai passé, moi, ma certification, c'était un site qui n'était pas très joli avec des personnes extrêmement compétentes. Aujourd'hui, il y a une grosse couche de marketing qui a été mise dessus et on a différentes tarifications, on a différentes choses. Donc, l'idée, c'est pas forcément de vous parler de la tarification parce que, effectivement, pour la CEH de mémoire, c'est un peu moins de 1000 $, c'est pas forcément très cher pour une certification. Ici, vous voyez, les cours ont été répartis en différentes catégories et celle dont on va parler, parce que c'est celle qui est la plus attendue, c'est celle de l'OSCP. Ma version de l'OSCP, je l'ai passée en fait en 2018. C'était l'ancienne version, la première version. Et cette version, en fait, il n'y avait pas de surveillance pendant l'examen. L'examen, il durait 48 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était un vrai examen de 48 heures. Pendant 24 heures, vous faisiez du pawn de machine et dans les 24 heures suivantes, vous envoyez votre rapport. Il n'y a pas de délai d'envoi, il n'y a pas de je reviens faire du pawn de machine. Ça ne marchait pas comme ça. Il y avait une vraie complexité, il fallait absolument bien être organisé. Pour ma part, je l'ai passé en 32 heures. Pendant 24 heures, j'ai fait le pawn de machine, dormi un petit peu et fait mon rapport ensuite. Et pourtant, ça faisait déjà un petit bout de temps que je faisais des rapports et je maîtrisais assez bien le sujet.
L'examen, il était assez simple. Pendant 3 mois, vous prépariez un lab. Vous aviez un lab avec une grande quantité de machines, avec des niveaux de difficulté qui allaient du plus simple au plus extrême, avec des réseaux qui étaient séparés. Donc on avait vraiment une vraie complexité. Il fallait faire du pivot, il fallait faire du développement d'exploit. Il y avait beaucoup de choses à apprendre et à maîtriser. Je connais très peu de personnes qui ont fait 100% de ce lab-là. C'était vraiment assez exceptionnel. C'est des gens qui le pensaient. Moi, je faisais ça, je faisais plusieurs heures par jour, je travaillais dessus. Et franchement, j'ai jamais fait 100% sur ce lab-là parce qu'il était vraiment trop complexe. Du Windows, du Linux et vraiment sur des technos hyper avancés avec une vraie complexité. Vous aviez également la possibilité de rendre en fait un rapport qui valait pour 10 points si vous le faisiez. Il fallait tomber de mémoire une dizaine de machines avec différentes techniques et avec un rapport le plus complet possible. J'ai pas pris le temps de le faire parce que ça prenait énormément de temps déjà de récolter l'ensemble des informations, l'ensemble des techniques de ce qu'on avait trouvé, de ce qu'on avait découvert. Et il y avait un vrai niveau à cet examen. Et la preuve, c'est qu'en fait, c'était vraiment reconnu dans le milieu de la cybersécurité quand vous aviez l'OSCP. J'ai eu du premier coup, j'ai eu plus de 70 sur 100. Vous n'avez jamais votre note, en fait. Vous avez si vous l'avez eu ou si vous l'avez raté, mais il faut avoir plus de 70 points sur 100. Sachant qu'il y avait des machines qui valaient plus ou moins de points, vous en aviez normalement 4, avec une machine où vous deviez développer un exploit, et après c'était votre chance, c'était un Windows et un Linux, et plus vous alliez sur les couches basses, plus vous obteniez des points. Il y avait des points pour le compte utilisateur et des points pour le compte administrateur. Le problème, c'est que c'était devenu assez difficile, donc il n'y a pas énormément de personnes qui l'avaient, et certaines personnes payaient des Indiens pour le passer à leur place. Donc ça, Offensive Security s'en est aperçu assez rapidement. Donc il y a eu la deuxième version qui est sortie, la version que Kevin a passée. Donc Kevin était mon apprenti, je l'ai formé avant de le passer. Et il l'a eu également du premier coup. Et lui, pendant son examen, en fait, tout était enregistré. Il y a quelqu'un qui lui parlait en permanence. Et s'il sortait de l'ordinateur, il était obligé de le dire. Donc il y avait une espèce de contrôle. Il n'y a pas eu de changement majeur du lab entre ma version et celle de Kevin. De temps en temps, ils enlevaient une VM si elle avait fuité sur Internet et ils en mettaient une nouvelle à la place, mais globalement, pas de gros changements majeurs. Et après, il y a eu une troisième version qui est arrivée quelques années après, et là, qui était complètement cassée, qui a cassé la valeur de l'OSCP. En fait, ils se sont aperçus que le niveau qui était demandé était sûrement trop élevé pour beaucoup de personnes et que c'était trop exigeant. Mais pour moi, c'était un gage de qualité, en fait, de faire ça. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé les machines globalement les plus dures. Ils ont commencé à mettre de l'Active Directory un peu de partout, avec des vulnérabilités à la Eternal Blue totalement bullshit, où vraiment, là, c'est des gros boulevards, et des basiques de l'AD. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est relativement facile, en fait, d'avoir l'OSCP. Et la preuve, c'est que je connais le niveau des personnes qui l'ont eu sur la dernière année, et c'est vraiment une grosse blague. Je connais des personnes qui ont vu mon lab quand je l'ai passé, qui voient le lab aujourd'hui et qui se disent mais c'est un monde entre les deux. Littéralement, il y a un monde entre les deux. Et donc plus ça avance dans le temps, plus l'OSCP perd en termes de valeur. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'était vraiment une certification qui avait une vraie valeur auprès de tout le monde. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont fait comme choix, c'est plutôt de faire du marketing, d'éclater ça, de permettre à tout le monde de pouvoir y accéder. Mais ce n'est pas forcément une bonne chose. Ils ont sorti également d'autres certifications sur la partie web, parce que du coup, il y avait un vrai mélange entre la partie mémoire, la partie exploitation et la partie web, à tel point qu'en fait, c'est dans l'OSCP que j'ai découvert l'exploitation mémoire de Windows, que ça m'a vraiment passionné, que j'ai poussé les choses. Et la preuve, vous avez des codes d'exploit qui sont disponibles sur GitHub, sur mon GitHub, où je portais des exploits des anciennes versions de Windows vers les nouvelles. Et donc, j'avais commencé à préparer l'OSCE. L'OSCE, vous l'avez ici, qui a été retiré également, qui était le développement d'exploitation mémoire avancée. Pour pouvoir y accéder, vous aviez un challenge. Vous n'aviez même pas le droit de vous présenter à l'inscription du laboratoire si vous n'aviez pas réussi le challenge. Et c'était une exploitation mémoire avec un code qui va les fournir et un rapport complet. C'était assez avancé, assez compliqué et j'ai jamais eu l'occasion de le passer parce que mon métier me prenait beaucoup trop de temps, que c'était compliqué à faire en double et que c'était pas forcément fait pour le pentest. Autant l'OSCP est fait pour le pentest, autant l'OSCE est fait pour le développement d'exploits, plutôt pour de la recherche. On était plutôt dans ce secteur-là. Et c'était devenu pareil, une certification qui était vraiment compliquée. Examen de 48 heures, développement d'exploits avancés, avec une vraie certification qui était reconnue. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour
éviter que ça devienne trop compliqué pour les gens, ils l'ont à nouveau éclaté en fait en plusieurs certifications avec un pour l'exploit Windows, un pour les techniques d'évasion et un pour les attaques web et l'exploitation. Donc vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes choses en fait qui vont apparaître. Et donc ici, vous voyez, ils ont complètement éclaté les choses pour faire des plus petites entités pour éviter que les personnes aient une vue et une connaissance globale. Au niveau des prix, on est toujours sur la même chose, hein. Quand vous cliquez sur Buy, vous verrez, maintenant c'est une espèce de forfait. Il y a des personnes qui font ça à l'année, qui vont pas forcément beaucoup bosser. Mais bon, c'est comme ça, chacun va à sa vitesse. Mais je trouve que c'est dommage parce que c'était des certifs qui avaient vraiment beaucoup de valeur et qui méritaient vraiment d'être mis en avant. Ensuite, on a ce site-là, Pentester Academy, sur lequel j'ai acheté des cours, sur lequel je me suis inscrit. De temps en temps, ils font des promos qui sont assez intéressantes. Ces cours-là, c'est pas une certification en elle-même. Vous avez, je crois, un petit diplôme qui est délivré à la fin, mais c'est pareil. Il faut arrêter de penser que ça a une valeur ces certifications. C'est les connaissances que vous allez avoir avec et ce que vous allez en faire qui est vraiment le plus important. Et là, on est sur des thématiques qui sont très précises. Donc, par exemple, Python pour Pentester, comment injecter dans des processus pour du Red Team ou du Blue Team. On a le développement de shellcode en x86, du shellcode en 32 bits et en 64 bits, du JavaScript pour les pentesters. Et donc là, c'est bien pour parfaire vos connaissances. Moi, j'en avais acheté un pour de l'Active Directory en avancé. Et en général, c'est fait par des Indiens. Donc la qualité est plus ou moins variable. Il y a beaucoup de théories. Et en fait, si vous n'avez pas l'occasion de pratiquer, bah, globalement, ça vous servira strictement à rien du tout. Mais je trouve que ce site est quand même assez complet et c'est plutôt pas mal. Cette vidéo, j'ai oublié de vous le dire au début, mais elle est orientée uniquement sur les certifications offensives, techniques. On fera une autre vidéo sur les certifications qui sont plutôt d'un point de vue organisationnel. Elles sont complémentaires. Mais comme je vous le dis, pour moi, la formation, c'est vraiment l'essentiel de tout, beaucoup plus que d'aller passer une certif en particulier. Je vous ai trouvé ici en fait une capture d'écran avec toutes les certifs qu'il y a. On ne pourrait pas tout voir tellement il y en a parce qu'il y en a une quantité astronomique en fonction de chaque secteur. La sécurité réseau, l'architecture sécurité et l'ingénierie, la gestion des risques et après l'opérationnel avec le pentest et par exemple la partie exploitation. Donc là on retrouve effectivement l'OCED et le CEP qui sont ni plus ni moins que l'ancienne OSCE. On a l'OSWE qui est sorti, qui est l'exploitation web qui faisait partie de l'OSCP. En fait, ils ont éclaté les certifs pour les mettre en plusieurs parties. On a ensuite les certifs qui sont du GIAC. Le GIAC, c'est ni plus ni moins que le SANS. J'ai pas eu l'occasion de les passer ces certifs. J'ai eu l'occasion de les préparer quand j'étais au Luxembourg parce que ces certifs sont reconnus d'un point de vue international. Autant la CEH et autres n'est pas du tout reconnue, il y a plein de certifs françaises qui sont pas du tout reconnues, tout le monde n'en a rien à faire. Autant le SANS, les certifications coûtent entre 5 000 et 7 000 euros. Elles sont bien sûr en général financées par entreprise. Vous avez des bouquins qui sont énormes et vraiment ils rentrent dans des détails de conception, de fonctionnalités qui sont juste astronomiques. Alors pour ceux qui ont envie de voir un petit peu comment ça se passe au niveau pentest, vous avez la GPEN qui est en gros l'entrée de gamme chez SANS. Et après, vous avez la GXPN qui est le niveau du dessus. Moi, à l'époque où j'avais pas encore passé l'OSCP, je regardais un petit peu le fonctionnement de la GPEN, mais je regardais surtout la GXPN. Il y en a très peu qui l'ont de mémoire. Il faut regarder, il y a la liste des noms, je ne sais plus où aller sur le site, mais clairement, il y en a plus beaucoup. Ils ont sorti une nouvelle GXPT parce qu'il y avait une certif de mémoire, ils étaient 60 dans le monde à l'avoir, parce que je travaillais avec quelqu'un au Luxembourg qui l'avait, c'était juste assez exceptionnel. Et là, ce que je trouve dommage, c'est que c'est un QCM, mais il faut la renouveler assez régulièrement pour montrer que vous êtes monté en compétences. Et vraiment, ce qu'il y a dans ces bouquins, si vous avez l'occasion d'arriver à les obtenir, ne serait-ce que la partie préparation, c'est des mines d'or. C'est très très complexe, mais c'est vraiment des mines d'or et il y a beaucoup de choses à apprendre d'un point de vue technique. On passe ensuite aux nouvelles certifs avec le JPT, qui est le Junior Pentester. Alors je vous avoue, je ne l'ai jamais passé. Mais clairement, quand je regarde le contenu en fait de la formation, et je vous invite vraiment à regarder le contenu de ce que vous pouvez trouver dedans. Donc vous vous baladez un petit peu sur le site, vous regardez. C'est clairement bullshit en fait. Il y a un moment, faut être honnête. Quand on regarde les compétences qui sont données, vous pouvez les avoir bien rapidement en fait. Et cette certification, une fois que vous l'avez,
pour moi, elle n'a aucune valeur. Oui, c'est bien pour apprendre des choses. Comment fonctionne MSF? C'est bien, il y a des bouquins de 400 pages qui sont écrits dessus, qui sont 20 fois plus complets. Et je vous invite à acheter plutôt des livres dessus, parce que vraiment, il y a de quoi faire. Post-exploitation, exploitation, ok, là on est sur la méthodologie pentest de base. Quelqu'un, moi, qui débarque avec le JPT, c'est bien, il connaît la méthode. Il n'a pas les compétences. Moi, je vous annonce d'avance qu'avec un programme comme ça, il n'a pas les compétences. Parce que les compétences, elles s'acquièrent avec l'expérience. Et ça, c'est vraiment hyper essentiel. Et après, je ne sais pas pourquoi il y en a qui me parlent de Contia. Contia, ils font des certifs, elles sont plus bullshit les unes que les autres en fait. De mon point de vue, les certifs Contia, elles n'ont aucune valeur. C'est un espèce de QCM, vous apprenez des choses par cœur, ça n'atteste en aucun cas en fait votre niveau en cybersécurité. C'est juste histoire de faire plaisir à l'entreprise dans laquelle vous êtes qui va vous dire choisissez une certif autre, mais allez choisir une certif qui vous apprend des choses. L'OSCP, l'OSCE et, et celle-ci, le JPT, elles ont au moins le mérite de vous apporter des connaissances. Celles du SANS, elles vous apportent des connaissances. Celles qui sont là juste pour vous apporter un QCM, signer ce QCM, merci, au revoir, ça ne sert à rien. Ça vous dessert en termes de temps, ça vous coûte plus d'argent qu'autre chose. Voilà mon avis en tout cas sur les certifications. Après, je sais qu'il y en a plein qui ne vont pas être d'accord avec moi en commentaire. Dites-moi pour celles que vous avez passées, ce que vous en avez pensé et si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Franchement, je suis prêt à l'entendre. Je suis prêt à débattre avec toutes les personnes qui le souhaitent. Mais voilà, je trouve que plus ça avance, plus ils descendent le niveau des certifications, des cours qui sont donnés dedans, pour essayer de les mettre un peu plus grand public. Et pourtant, je pense que ces certifs-là, dans ces domaines précis, et là je dis bien dans ces domaines précis, demandent un certain niveau d'expertise. Et il faut arrêter de les donner à n'importe qui. Sinon, on va dévaluer complètement les personnes qui ont des vraies compétences dans ce secteur-là. Je vous invite tout de suite à mettre un like, à vous abonner et comme je vous le dis, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine!